Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce moment pour cette édition. Voici les principaux titres de ce journal. Rencontre bilatérale ce lundi à Nairobi entre le président de l'Union des Comores, également président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, et quelques dirigeants en marge du sommet sur le climat. Arrivés en début de soirée de ce lundi, des athlètes comoriens ayant représenté le pays des Jeux des îles à Madagascar. Tels sont les principaux titres de ce journal. Le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, également président en exercice de l'Union africaine, a entrepris ce lundi des rencontres bilatérales à Nairobi où sont lancés ce matin les travaux du premier sommet africain sur l'action climatique. Ce sont des rencontres tenues en marge du 10 sommet. Le récit de Fatima Amada avec les images de Mahmoud Msaidi. Arrivé à Nairobi en début de soirée de ce dimanche, à l'occasion du premier sommet africain sur le climat, le président Azali Assoumani a reçu ce lundi, à marge de ce sommet, le secrétaire d'État aux affaires maritimes du Portugal, José Maria Costa. Au menu de discussion, les voies et moyens à mettre en œuvre pour la protection des océans, la promotion des énergies renouvelables, le développement de l'aquaculture et la coopération scientifique et maritime entre les Comores et le Portugal. Ensuite, le patron de l'institution panafricaine s'est entretenu également avec l'envoyé spécial du président américain pour le climat, M. John Kerry. Les deux responsables ont abordé des questions liées au changement climatique, comme les préoccupations des États insulaires en développement en matière de protection de l'environnement. L'épineuse question de traduire en action les promesses de financement tenues par les grandes puissances pour accompagner les États vulnérables dans l'action climatique avait dominé les échanges. La COP28 prévue à Dubaï en décembre de cette année 2023, l'économie bleue et la coopération bilatérale comoro-américaine avaient retenu l'attention des deux parties. Et dans un tout autre volet de cette édition, la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien qui s'est déroulée à Madagascar est arrivée à terme ce samedi et les athlètes comoriens ont remporté quelques médailles d'or et de bronze. La population est euphorique, mais même si elle a attendu beaucoup plus. Nous vous proposons des réactions. Un Comorien qui a gagné une médaille d'or, cela représente tous les Comoriens. Il représente les drapeaux comoriens. Nous, on le félicite et c'est aussi une fierté pour toutes les Comoriennes et les Comoriens. Je suis très ravi vraiment de la performance bien sûr des jeunes Comoriens qui sont partis à Madagascar. Ça promet, avec les médailles bien sûr qui sont obtenues, ça fait du tout rêver et nous le souhaitons effectivement bon courage. Ensuite, bien sûr, nous voulons encore dire ici qu'il est question que le ministre en charge de sport met l'accent, bien sûr, sur comment on appelle les disciplines intéressantes, comme bien sûr la natation. Il faut que la natation se développe dans ce pays. Je tiens d'abord à féliciter ces jeunes, ceux qui ont été médaillés. Il y a ceux qui ont eu de médailles d'or et ceux qui ont eu de médailles d'argent et de bronze. Mais il y a ceux qui aussi qui ont fait énormément d'efforts et qui n'ont pas pu recueillir ces médailles. En grosso modo, je dirais que cette année, nos jeunes ont fait des efforts immenses. Moi, j'estime qu'il y a lieu à ce qu'on puisse les aider beaucoup plus. Parce qu'on sent qu'à travers les moyens d'accueil, dans le cadre des entraînements, parce qu'avant d'aller dans des compétitions, il faut avant tout faire des entraînements pour qu'on puisse être au nord. Lors de la cérémonie marquant la fermeture de la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar, le drapeau des Jeux a été remis officiellement au ministre comorien de la Jeunesse et des Sports, Djanfar Selim Alaoui. C'est donc une fierté pour le peuple comorien et le gouvernement d'être désigné pays hôte pour les prochains Jeux des îles de l'océan Indien prévus en 2027. La déclaration du ministre Djanfar Selim Alaoui. Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les représentants des hautes institutions malagasy, honorable assistance,
Au nom du président de l'Union des Comores, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter la jeunesse des îles de l'océan Indien au 12e jeu des îles qui se tiendront en 2027 en Union des Comores. Honorable assistance, Msota Ri Malagasy Veluma. Teny malagasy misy no hoentiny ilay ministra komoriana Bertrand Ranevmanana Élysée maneho ny fahavononana marana ny lahateny teo maneho ny fahavononana ny Comores andray ny lalao nosy amin'ny taona. Et dans un entretien accordé à l'ORTC par le ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, la construction des nouvelles routes comme la rénovation des anciennes a été abordée durant les échanges. Pour le ministre Afretan Issoufa, c'est un des grands chantiers du gouvernement. Le ministre a fait remarquer que c'est un projet qui préoccupe au plus haut degré le régime en place. Nous vous proposons de le suivre. Les travaux avancent normalement et là aussi les travaux de revêtement de l'enrobé démarreront très prochainement. Toutefois, tous les ouvrages en béton préfabriqués, les agrégats tout est prêt pour pouvoir aller vers ces travaux de finition dans les plus brefs délais. J'ai saisi également cette occasion pour vous informer que nous venons de donner l'ordre de service pour le démarrage des travaux de réhabilitation de la route du tronçon routier d'Omoni-Mremani en juin et en Moéli, le tronçon allant de Nimashua à Wala. Nous avons entamé la phase de revêtement, de la mise en œuvre de la couche d'enrobé et on espère qu'à la fin de cette année, ces travaux seront terminés et que les populations pourront en bénéficier pleinement. À la Grande Comore également, nous avons aussi, on peut le dire, atteint cette vitesse de croisée parce que ici encore les travaux de revêtement ont démarré. On a commencé par ce qu'on appelle une planche d'essai et là les réglages sont en cours pour pouvoir compléter ces travaux. Vaste programme est en cours d'instruction pour notamment financer les travaux de réhabilitation du tronçon Bahani en passant par Tsikuli, Mbeni jusqu'à Amitsami-Ouli. Le tronçon aussi Panda Numadzaha ici à la Grande Comore. Direction maintenant sur l'île de Nzouani où les travaux préliminaires du pont de Pondré ont débuté il y a de cela 2 semaines. Ce pont est pour rappel le plus grand de l'île puisqu'il relie la région de Chisiwani et celle de Numakukele. Le compte-rendu de Omokoltom Janfar. La construction de ce pont va rendre plus fluide la circulation des véhicules qui se rendent dans la région de Numakele via l'ouest de l'île d'Anjouan. La rivière de Pondré, à plusieurs reprises lors de la pluie, était un obstacle majeur, non seulement à la population de Moya, mais à tous les usagers de la route qui prennent la RN 23 vers Sima ou vice-versa. Ces derniers temps, la rivière amassait de débris qu'ils emportent lorsqu'elle sort du lit. À l'heure actuelle, l'entreprise en charge de la construction du pont est en phase des travaux préliminaires et surtout une déviation. C'est un pont qui est très utile par rapport à l'île d'Anjouan en entier parce que le pont de Mroni-Pondré permet non seulement à la circulation des voitures vers Moya, mais aussi à la circulation des voitures
vers le sud de l'île, c'est-à-dire dans la région de Numakele et d'Omoni. Donc la construction de ce pont en ce moment entre dans le cadre de la politique de l'État de construire des infrastructures qui permettent aux populations de bien circuler dans les différentes régions des Comores. Ici, nous sommes au PIC 25 plus 800 où CGC est en train de dévier la route. Une déviation qui va servir de passage dans une durée de 3 mois. Merci Oumoukoultom Djanfar pour ces explications. Comme je vous l'ai dit en titre, les athlètes comoriens ayant représenté le pays à la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar ont regagné Moroni ce lundi en fin d'après-midi. Pour plus de détails, suivons le reportage de Shafa Omarouf et Salim Ben Abdillah Kachi. Les athlètes comoriens qui ont participé aux Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar et qui ont rapporté des médailles sont en fait arrivés à l'aéroport Prince Saïd Ibrahim ce lundi. L'avion de la compagnie Freedom Airlines a atterri vers 18h avec 146 passagers à bord. Vêtus de leur tenue nationale, les athlètes sont descendus de l'avion avec leurs médailles autour du cou. Ils ont été accueillis par une foule et des applaudissements. Écoutez, c'est un grand sentiment de satisfaction et de fierté en fait, parce que nous sommes partis d'ici avec un objectif précis, celle de s'identifier véritablement dans la boxe de l'océan Indien. Et je pense qu'on l'a fait. On l'a fait avec la manière. Les garçons se sont battus. On est intimement convaincus que nos garçons méritaient mieux. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le sport. Donc on prend ce qui est, mais ce qui est, c'est qu'effectivement, on a battu le palmarès qui a été celui de la boxe comorienne en 2019 à l'île Maurice. Donc nous sommes persuadés, nous sommes convaincus que nous ferons certainement mieux, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, aux Jeux Comores 2027. Les médaillés remplis de joie et fiers d'avoir honoré leur pays à Madagascar, ils ont rapporté un total de 30 médailles, 5 médailles d'or, 10 en argent et 16 médailles de bronze. Les membres de leur famille et ceux de leur localité se sont également présentés à l'aéroport pour soutenir leurs champions. La population comorienne n'a pas manqué de fêter les 30e médailles qu'ils ont décrochées avec succès. Pour cette 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar, débuté du 24 août au 3 septembre, les Comores ont occupé la 5e place des classements des médailles. Ce résultat est une amélioration par rapport aux éditions précédentes où les Comores avaient terminé à la dernière place en 2019. Merci, Shafa Omarouf, depuis l'aéroport de Haya pour ces précisions. Autre volet de cette édition, quel est le sort de la requête déposée dernièrement par Maître Malisa Saïd Souelihi relative à la participation de la diaspora aux élections de 2024? Cette réclamation a sa raison d'être puisqu'elle porte sur une question d'intérêt national, donc défendable au vu de la loi fondamentale en vigueur et le code électoral l'autorise, comme l'a si bien expliqué Maître Malisa. L'objectif de notre requête, elle est double. Tout d'abord, reconnaître que le droit de la diaspora à participer aux élections est effectif. N'oublions pas que cette loi date de 2005, promulguée en 2015. La Constitution de 2019 le prévoit, le Code électoral de 2022 également le prévoit. Donc il est temps, enfin, de mettre à exécution toutes les dispositions constitutionnelles et législatives. Que la Cour suprême puisse ordonner aux autorités compétentes de mettre en œuvre toutes les dispositions législatives telles qu'elles sont prévues. C'est le cas notamment du recensement de la population constituée par les citoyens comoriens résidant à l'extérieur. C'est à l'État de mettre en œuvre les moyens et la logistique nécessaires pour le faire. N'oublions pas qu'en 2016, ces moyens avaient déjà été mis en œuvre. On avait commencé à recenser, on avait commencé à répartir les bureaux de vote au sein des différentes chancelleries. Vous savez, il y a beaucoup d'États qui sont prêts à nous aider. Je peux citer le Sénégal, je peux citer le Maroc, je peux citer les États-Unis. Le Sénégal, par exemple, certaines de ces chancelleries nous représentent. En France, là où nous savons que la diaspora est la plus présente, les communes, les municipalités notamment, seraient tout à fait disposées à accueillir le processus électoral. Donc la question de la logistique
et des moyens, je pense qu'aujourd'hui, on peut tout à fait écarter cette question-là, puisqu'ils existent, il faudrait déjà qu'il y ait volonté politique. Nous réclamons le recensement immédiat des citoyens comoriens résidant à l'extérieur, de manière à ce qu'ils puissent participer de manière effective aux prochains scrutins électoraux. Alors si aujourd'hui on me dit qu'il n'y a pas le temps d'organiser, alors que c'était aux autorités compétentes de mettre en œuvre les moyens pour qu'on l'organise, dans ce cas-là, je les mets au défi aujourd'hui de pouvoir mettre en œuvre dès à présent tout ce qui est nécessaire pour que nos concitoyens puissent voter pour les élections législatives de 2025. Nous ordonnons aux autorités compétentes de mettre en œuvre les procédures nécessaires et nous leur donnons telle période pour se mettre en conformité avec la loi. Selon Maître Abdulwahab Msa, la loi en vigueur autorise la participation de la diaspora au scrutin, mais le problème qui se pose concerne les moyens logistiques. Il nous en parle au micro d'Anliaou Ayuba Abdallah. Pour la première fois, la Constitution de 2018, une Constitution comorienne, a pris en compte les intérêts supérieurs de la diaspora. Dans le préambule de la Constitution, il est annoncé de façon expresse que les intérêts de la diaspora sont pris en compte. Et la Constitution elle-même, dans certaines dispositions, a prévu la participation de la diaspora aux élections. Donc les récentes lois relatives au scrutin, en l'occurrence la loi organique sur l'élection du président de la République, la loi organique sur l'élection des représentants de la nation, toutes ces dispositions-là ont pris en compte la diaspora. En l'occurrence, la loi sur le découpage électoral a prévu des circonscriptions dédiées à la diaspora. Si aujourd'hui la diaspora ne participe pas à l'élection, c'est un problème de logistique, c'est un problème de moyens. Moi, je demande à la diaspora de rester serein. Je rappelle que pour la première fois dans notre pays, une constitution a pris en compte les intérêts de la diaspora. Les choses se font petit à petit, mais on peut considérer que ça avance dans le bon sens. Je m'interroge quant à la requête qui a été faite à la Cour suprême pour demander à la section constitutionnelle de la Cour suprême d'enjoindre le gouvernement comorien à faire voter ou à faire participer la diaspora aux prochaines élections. Je pense, et c'est mon avis, que la section constitutionnelle de la Cour suprême n'a pas cette compétence. Les compétences de la section constitutionnelle de la Cour suprême sont déterminées par la loi organique, une ordonnance organique sur les compétences de la Cour. Donc il risque, et ça c'est mon avis, il risque que cette requête soit déclarée irrecevable. Et à Moélie, la recherche d'une solution différente entre le secteur privé et l'administration générale des douanes au cœur de la rencontre tenue samedi entre la dite administration et les opérateurs économiques. Les deux parties sont convaincues que le dialogue reste le seul moyen pour dénouer une telle crise. Reportage de Nayam Saidomar et Tchan Mohamed Elami. En effet, accroître les échanges commerciaux et réduire les impacts post-Covid et ceux de la crise en Ukraine qui frappent lourdement la chaîne logistique internationale ont créé de nouvelles demandes et perspectives. Les opérateurs économiques sollicitent donc l'accélération du mouvement de marchandises en réduisant les coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement, raison pour laquelle le directeur de cette société étatique a fait ce déplacement vers Moélie afin de rencontrer les commerçants de la place. L'objectif est de trouver un protocole d'accord permettant de booster l'économie de l'île et du pays sans transiger sur la sécurité aéroportuaire. Différentes problématiques sont soulevées par les opérateurs, des difficultés qui freinent souvent leurs activités économiques au port de Mbangoma pendant le dédouanement de leurs marchandises. Il s'agit ici de la hausse des taxes douanières qui sont très élevées à Moélie, la facilitation du paiement pour les endettements, les coûts de frais entre Anjouan et Moélie pour ne citer que cela. J'étais venu justement pour faire ce prise de contact avec les opérateurs économiques de Moélie et surtout leur rappeler que la douane est là pour les aider. La douane n'est pas là pour les emmerder, ni créer des problèmes au niveau des procédures douanières. Les procédures de douanement au niveau des commerces, c'est très très simple. Très simple, il suffit seulement de respecter les textes qui sont là et puis voilà, éviter souvent à ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire.
Il s'agit ici au cours de cette réunion d'échange de proposer des solutions concrètes et durables qui seront adaptées à la réalité du secteur économique local. Une commission de 7 membres regroupant les deux parties sera créée prochainement afin de résoudre certains sujets pertinents entre le secteur privé et l'administration générale de la douane. C'est pourquoi ces responsables se sont entretenus avec le personnel de service de cette société sur quelques recommandations faites auprès des opérateurs économiques, parmi lesquels la politesse et l'accueil des commerçants à la douane de Moïli. Et en international, ouverture ce lundi à Nairobi, au Kenya, du sommet africain pour le climat. 40 chefs d'État et de gouvernement y participent pendant 3 jours. Rentrée des classes ce lundi en France. Après près de 13 millions d'élèves font leur retour à l'école. Et puis le centre culturel chinois de Cotonou au Bénin vise à promouvoir les échanges culturels et l'amitié entre les peuples. Reportage TV5 Monde, France 24 et CGTN. Pour cette première, Nairobi a déroulé son tapis vert. William Ruto, président du Kenya, accueille dès lundi et pendant 3 jours le tout premier sommet africain sur le climat. Objectif pour les décideurs africains présents, faire du continent une puissance émergente en matière d'énergie renouvelable et appeler à une aide financière internationale. Nous sommes ici pour imaginer un continent qui relie les marchés et connecte les ressources à la demande, débloquant des économies d'échelle massives. Un continent qui offre une ossature économique pour un monde décarboné. Un continent qui prospère et façonne un avenir à l'épreuve du changement climatique pour tous. Le continent et ses 1,2 milliard d'habitants sont aux avant-postes du changement climatique. Dans la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Kenya et Somalie n'ont pas eu de vraie saison des pluies depuis 2020. C'est la pire sécheresse depuis des décennies dans la zone. Plus de 100 personnes sont dans un état critique et souffrent de malnutrition à cause de la famine, dont des enfants, des aînés et des femmes enceintes. Sécheresse, mais aussi phénomènes météorologiques extrêmes. Fin février, le Malawi, le Mozambique et Madagascar étaient frappés par l'une des tempêtes les plus meurtrières jamais connues sur le continent, le cyclone Freddy. Inondations, destruction, la tempête a tué 1000 personnes et déplacé des centaines de milliers d'autres. En 2022, en Afrique de l'Ouest cette fois, des inondations ici aussi, les pires jamais enregistrées. Plus de 1500 personnes tuées, plus de 3 millions de déplacés dans 20 pays et presque 2 millions d'hectares de récoltes détruits. La République démocratique du Congo était l'un des pays les plus touchés. À toutes nos autorités qui vont voir ces images, nous sommes Congolais, nous vivons ici depuis longtemps et maintenant nos maisons sont emportées. Je ne sais pas où aller avec mes enfants. Je suis veuve depuis 2015 et maintenant c'est ma maison qui est partie avec la pluie. Le sommet de Nairobi est une étape importante dans la lutte contre le changement climatique et ses effets. La première étape de 4 mois de négociations internationales intenses sur le sujet, avec pour grand rendez-vous la COP28 à Dubaï. L'entrée dans la cour des grands. Un jour particulier pour ces élèves de cours préparatoires, contents de se retrouver. Et on va apprendre à lire et après à écrire aussi. C'est trop bien. On est 6 ou 5 copains, mais sinon on s'adore. À l'école Marcel Pagnol, ils sont 80 répartis dans 3 classes. On appelle Sarah. Super. À l'appel, chacun rejoint son enseignant. Les parents applaudissent, un rituel pour mettre un peu de fête, et il faut bien ça, car immanquablement les larmes arrivent. T'as peur, Isaac? Maman reste avec toi d'abord, un petit peu au début, et après tout seul comme un grand. Et des parents aussi s'essuient les yeux. Eh ben oui, c'est normal. C'est ma petite, dès qu'elle pleure, ça m'émeut. C'est juste une histoire d'une journée, après ça va aller. Dans cette école, les classes de CP sont à 23 ou 24, effectif optimal. Mais en dernière minute, une enfant se présente, il faut lui trouver une place. On ne laisse pas d'élèves devant la porte, donc cette famille n'a pas encore inscrit son enfant en mairie. Mais moi, je ne laisse pas d'élèves sans affectation. Premier travail de la journée, retrouver son prénom sur une table. Les élèves savent déjà l'épeler. A-N-T-O-I-N. Moi aussi, je le connais. C'est E-L-I-N-A. En CP, c'est la lecture qui est la priorité.
un bloc de 10 heures par semaine, sachant que effectivement sur le travail de lecture, on est sur 2-3 heures par jour. Renforcer les savoirs fondamentaux en mathématiques et français est l'objectif du ministère avec de nouvelles évaluations en CM1 et davantage d'écriture en CM2. Le Centre culturel chinois de Cotonou a été inauguré en septembre 1988. Les élèves y apprennent la langue chinoise ainsi que la culture chinoise. Chaque année, on peut voir plus de 200 élèves qui viennent ici au centre pour apprendre le chinois. Chaque année, nous avons organisé plus de 60 activités culturelles, surtout à l'occasion de la fête, par exemple la fête du printemps. Les cours de chinois attirent différents types d'apprenants, notamment des étudiants, des hommes d'affaires, des commerçants et des fonctionnaires. C'est plus ça qui me motive à apprendre la langue. Et puis, si je maîtrise la langue, ça va mieux me booster à intégrer. La bibliothèque du Centre culturel chinois compte quelques 26 000 ouvrages dans des domaines très variés. Rédigés en chinois, en français, en anglais et en fongbe, la langue locale du Bénin, ces ouvrages ont formé et continuent à former de nombreux lecteurs et chercheurs. Les étudiants ont également la possibilité de s'initier aux arts martiaux chinois. Ce centre culturel chinois depuis plus de 15 ans. Et on a pris les enfants, il y a de cela 3 ans qu'on travaille avec eux. Mais ceux-ci, ils sont là présentement il y a à peine 1 mois et demi. On a commencé ici avec des experts chinois qui nous ont formés pendant des années, mais aujourd'hui, ils nous ont déjà donné la main. Selon les experts, le Centre culturel chinois de Cotonou est non seulement un bon exemple de coopération bilatérale, mais aussi un lieu de fraternité et d'échange. En matière culturelle, les relations entre la Chine se passent très bien. C'est une coopération, je dirais, gagnant-gagnant dans la mesure où il y a des échanges, que ce soit sur le plan donc, de la culture matérielle, où on voit des artistes chinois venir ici et des artistes béninois qui, ensemble, se mettent avec des Chinois pour faire des présentations. Cette année, 30 personnes au Bénin ont bénéficié de bourses du gouvernement chinois dans différents secteurs, dont certaines ont été formées au Centre culturel chinois de Cotonou. En 30 ans d'existence, le Centre culturel chinois de Cotonou a organisé de nombreux événements culturels, notamment des performances artistiques, des expositions, des forums et des conférences, ainsi que des ateliers et un large éventail de cours et de formations. Le rappel des principaux titres avant de boucler cette édition. Rencontre bilatérale ce lundi à Nairobi entre le président de l'Union des Comores, également président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, et quelques dirigeants en marge du sommet sur le climat. Arrivés en début de soirée de ce lundi, des athlètes comoriens ayant représenté le pays aux Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur ORTC. Très belle soirée à vous tous et bon début de week-end à vous.